Bonjour. La vidéo que vous allez voir est une rediffusion d'un live sur la transphobie. À partir de ces éléments, je vais faire une série de vidéos sur la transphobie sur cette chaîne. Si vous voyez quelques problèmes avec le montage de cette vidéo, c'est tout à fait normal car j'ai dû utiliser en urgence un logiciel que je ne connaissais pas bien. Ceci ne veut pas dire que je suis une bête de montage, je ne suis pas prétentieuse à ce point. Je vous prie donc d'excuser quelques approximations, et je ferai de mon mieux pour les corriger dans de futures vidéos. Merci, et au revoir. Attention, et clap, voilà, c'est bon. Donc voilà, là, le plan de la soirée, ça va être expliquer un peu ce que c'est la transphobie tranquillement, pour papa-maman, pour le frangin, la sista, tout ça, enfin tout, Sissi, la famille, voilà. Il suffisait de demander, bien sûr. Donc voilà. Donc on va en parler un peu, comme ça en mode chill, etc., tranquille et tout. Et sachez aussi une chose, c'est que si la question de la transphobie vous intéresse et que vous êtes un peu plus du côté universitaire, si j'ose dire, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, sur le sujet, notamment un livre qui s'appelle Sociologie de la transphobie, par Karine Espiniera, qui est en gros une femme trans chilienne, en fait, qui a émigré en France et tout, et qui a beaucoup écrit sur le sujet, en fait. C'est même l'une des plus grosses références au niveau des études transgenres en France. Donc voilà, donc maintenant on va commencer par la base, du coup la transphobie, qu'est-ce que c'est concrètement et comment ça se manifeste. Et comme on va y raisonner de manière un peu scientifique, forcément vous doutez bien que c'est pas en une phrase qu'on va résumer tout ça. Donc la transphobie, c'est tout un ensemble d'attitudes et de systèmes qui discriminent les personnes transgenres ou assimilées. Ça, c'est la chose de base. Et quand on parle de discrimination, ça englobe pas mal de choses. Et il y a ce que je pourrais appeler, on va dire de base, ce qu'on appelle la transphobie ordinaire. La transphobie ordinaire, en fait, c'est par exemple les insultes. Par exemple, si je me fais insulter de saltrave dans la rue, tout ça, etc., c'est une insulte transphobe. Voilà. Ça inclut aussi tous les traitements différenciés dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire une personne qui, par exemple, va commencer à se montrer un peu plus hostile envers moi en se disant, bah, cette personne-là, en me dévisageant, en disant, ah, mais c'est une meuf ou un mec, voilà. Et à se montrer plus hostile, c'est par exemple, concrètement, c'est une personne trans, par exemple, qui est dans la rue, il y a un mec qui la trouve attirante, tout ça, etc. Et il va dire, ah, mademoiselle, t'es trop sexy, etc. Et ça va finir en, ah, mais en fait, t'es un mec, ah, comme ça, voilà. Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Avec le fameux all traps gay, c'est-à-dire est-ce que les trappes, c'est gay. Voilà. Ça, on en parlera un peu plus tard. C'est aussi des situations qui peuvent aller, par exemple, au fait de se sentir un peu plus à l'aise à l'idée de révéler des choses personnelles sur une personne sous prétexte qu'elle est transgenre. C'est par exemple dire, ah, mais tu sais que cette personne-là, elle est trans, alors qu'en fait, bah, la personne trans en face n'avait pas forcément envie que les autres le sachent. Ça, c'est le genre de choses, en fait, qui peut très très vite mal tourner, parce qu'en fait, alors encore, quand on parle à des gens qui sont censés être des amis, ça peut passer. Mais quand tu commences à en parler à n'importe qui et tout, tu peux tomber sur les personnes qui sont transphobes, c'est-à-dire qui ont des biais très violents vers les personnes trans, et qui du coup vont avoir un dégoût comme ça sur le sujet, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Oui. Ok, parfait. Et donc ces questions-là, en fait... Ah, les personnes qui parlent de transsexuels, d'accord. Bah ça, j'en parlerai plus tard. En fait, ce qu'il faut savoir du coup, c'est que du coup, voilà, il y a du coup ces attitudes-là discriminatoires. Et en fait, quand je dis transphobie ordinaire, faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas un degré de violence. C'est-à-dire quand on parle d'ordinaire, c'est-à-dire que c'est à l'échelle individuelle. La personne qui veut me tuer, par exemple, parce que je l'aurais trompé sur la marchandise, par exemple, c'est-à-dire qu'il se sentirait légitime à me taper, on reste dans la transphobie ordinaire. Ça n'en reste pas moins de la transphobie. Très violente, en fait. Donc déjà, il y a ces choses à prendre en compte. Et enfin, il
il y a les questions maintenant, de là la question de la transphobie institutionnelle. Et là, on commence à pénétrer, on va dire, dans des terrains un peu plus sombres, par exemple avec les organisations politiques, notamment le militantisme anti-transgenre, en fait, qui vont, cette fois-ci, non pas s'attaquer personnellement à une personne parce qu'elle est trans, mais bel et bien essayer d'agir à un niveau politique. On parle par exemple de lobbying, en fait. Ce sont des organisations telles que la Manif pour tous, par exemple, ou Citizen Go aussi, qui vont chercher à augmenter le plus possible la répression de l'appareil d'État. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des personnes transgenres, comme c'est mon cas, qui vont dire on aimerait une meilleure facilité, une meilleure prise en charge des personnes transgenres, par exemple, en permettant une facilité de changement de prénom ainsi que de sexe à l'état civil, voire l'abolition du sexe à l'état civil, eh bien, il y a ces organisations-là qui vont venir en disant « Mais non, on ne peut pas faire ça, vous vous rendez compte, si tout le monde peut changer de nom et de sexe comme ça, où seront les limites, etc. » Sans prendre en compte le fait que si nous faisons ces demandes-là, c'est bel et bien parce que nous savons que la question, par exemple, de la transidentité et tout, doit être comment dire, traitée de la meilleure des manières, c'est-à-dire laisser la possibilité, que ce soit aux enfants mais aussi aux adultes, d'avoir accès à un cadre qui soit très sécuritaire. Et quand je parle de cadre sécuritaire, c'est tout simplement pouvoir écouter des personnes trans. C'est-à-dire, pour un enfant, on va pas le bourrer d'hormones ou d'autres médicaments sous prétexte que d'un coup, oh mon dieu, il commence à aimer les Barbies. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, d'ailleurs, c'est une des préconceptions. Et la question, on va dire, la question du coup, de la transphobie, ça passe aussi par les termes qui sont employés. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit « sale trave de merde », par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est des insultes qu'on peut recevoir. La question, par exemple, de transsexuel, c'est aussi une question qui est importante de prendre en compte quand tu es en face d'une personne transgenre, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la question... que le terme transsexuel, c'est un terme qui était utilisé autrefois pour pathologiser les personnes transgenres. Et quand on dit pathologiser, c'est-à-dire dire « Ah, mais ce sont des personnes malades, tout ça, etc. » Et en plus, ça ne raccrochait le concept qu'au sexe. Alors qu'avec avec le terme transgenre, en fait, il y a il y a une meilleure précision en fait de ce qui se passe quand tu es une personne trans. Et ces petites choses-là, cette utilisation des mots, généralement, les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose à ce sujet ou qui sont très à droite vont s'en servir en disant que ce ne sont que des détails, en fait. En disant, non, mais je ne... Et moi, je peux te taper. Non. Ça marche pas comme ça. On est potes, mais non. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, ces petits mots qui n'ont l'air de rien dit comme ça peut faire du mal quand même. Et quand on prend les choses du point de vue de la personne transgenre, on comprend un peu mieux. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est l'exemple typique des personnes trans, c'est tu grandis, comme ça, depuis pas mal de temps ou depuis récemment, tu as des doutes sur ton identité de genre. Donc sur ta propre identité, tu te poses des questions, est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, ou est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme. Tu te poses ces questions, ça tourne, et dans la communauté transgenre, on appelle ça être un egg, un œuf, en gros. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu es une personne en gestation. C'est-à-dire tu es une personne en gestation qui attend de faire craquer son œuf pour enfin dire ok, je suis trans, ok, je ne suis pas trans, ou alors je suis un peu des deux, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui se déroulent, et ce processus, généralement, il est assez fragilisant. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire que, imaginez, par exemple, vous avez vécu de telle ou telle manière, avec des habitudes, avec des amis aussi, vous avez grandi de différentes manières, et d'un coup, vous vous dites, mais il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire, je sens qu'il y a un truc qui va pas. La vie que je mène en tant qu'homme ne me plaît pas, ou la vie que je mène en tant que femme ne me plaît pas. Et donc, pendant tout ce processus-là, au bout d'un moment, quand tu finis enfin par te révéler en tant que personne trans, genre, etc.,
pendant tout le moment où finalement tu te dis voilà pendant tout ce temps tu vas réfléchir et tout, tu vas initier ce qu'on appelle un coming in, c'est-à-dire te réaliser et te dire ah punaise mais je suis trans en fait. Et le fait de te dire ça, ça te fragilise de fou parce qu'en fait ça remet en cause toute la vie que tu auras pu avoir jusqu'à maintenant, ou au contraire ça la réalise un peu. Sauf que le fait de pouvoir enfin, on va dire, avoir conscience de qui tu es et de vouloir le vivre comme ça va amener des situations très très fragilisantes pour toi parce que tu vas devoir te révéler aux yeux du monde et te révéler aussi aux personnes qui potentiellement pourraient te faire des remarques qui pourraient te faire du mal en fait. Et pourquoi ça pourrait te faire du mal? Parce qu'en fait à ce moment-là tu es dans une grosse période de validation en fait par les autres. C'est-à-dire que pour toi la moindre remise en question de ce que de toute la réflexion que tu as menée, c'est une manière, pour toi c'est une attaque en fait. Tu le prends personnellement pour toi et tu te sens totalement désemparé parce qu'il y a aussi des moments où en fait tu réalises que tu es trans dans un milieu peut-être qui n'est pas favorable à la transidentité, comme par exemple un foyer religieux où les personnes en gros vont développer on va dire une certaine vision du monde qui n'est pas forcément très queer, c'est-à-dire en dehors des schémas, un homme, une femme et hétérosexuel. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, ce qui se passe en fait à ce moment-là, c'est que du coup, tu vas chercher, on va dire, un soutien. Et généralement, ce soutien, tu l'obtiens par des communautés en ligne, tu l'obtiens aussi par des personnes qui sont peut-être sur place, parce que des fois, il se peut aussi que toute ta réflexion concernant ton identité, elle soit venue d'une personne que tu as croisée, parce que tu te dis, punaise, je savais pas que c'était possible, par exemple, de changer de sexe. Enfin, bon, même si le terme changer de sexe, c'est pas très précis, mais j'y reviendrai plus tard. Et durant cette période-là, si par exemple, tu as dit expressément... Parfait, merci Kim. Ce qui se passe en fait à ce moment-là, c'est que quand tu dis, voilà, par exemple dans mon cas ça a été, voilà, maintenant je m'appelle Salomé, c'est elle, etc. Comment dire, le processus en fait, on va dire, où tu réalises qui tu es et ensuite comment tu évolues, au début, tu supportes pas les autres qui te mégenrent. Et le terme mégenré, ça veut dire qu'au lieu de dire, par exemple dans mon cas, c'est au lieu de dire elle, il disait il. En gros, c'était ça l'idée. Et à ce moment-là, je me sentais pas bien, c'est-à-dire parce que c'est salut, parce que c'est quelque chose qui venait de mes propres parents, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, mes parents refusaient de m'appeler par mon nouveau prénom et me refusaient de m'appeler par les nouveaux pronoms. Et donc forcément, je prenais ça comme... pour moi, c'était un peu violent. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais ça très mal parce que je me dis, mais mince, mes propres parents n'acceptent pas ce qui se passe, tout ça, etc. Et donc, ça, c'est dans la famille. Après, ça peut être aussi des rejets totaux, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui, dans ta famille, te regarde comme ça, comme si tu le dégoûtais, tout ça, etc. Ça, c'est un rejet franc et direct, on va dire. Et à côté de ça, quand ça commence à s'accumuler, c'est-à-dire qu'au début, quand tu dis, vas-y, je peux supporter le fait qu'on m'appelle par mon ancien prénom, ou qu'on me dise il au lieu d'elle, et bien en fait ça va s'accumuler comme ça, et au bout d'un moment tu peux péter un plomb en fait, parce que tu as l'impression que ça évolue pas, tout ça, etc. Quand bien même ta famille pourrait être hyper bienveillante, le truc c'est qu'ils n'utilisent pas forcément les bons pronoms, les bons et le bon prénom aussi. Et c'est là qu'on a le concept de ce qu'on appelle le dead name, ou le morinon, qui en gros est l'ancien prénom, et qui désignait à l'origine le fait qu'une personne transgenre va être enterrée sous son nom de naissance, et pas sous son nouveau nom, c'est-à-dire sous sa nouvelle identité, etc. Et durant ces processus-là, en fait, faut bien se rendre compte qu'une personne transgenre, quand vous la croisez, qui plus est quand son coming out est récent, le meilleur moyen de prendre soin de cette personne-là, c'est pas de lui poser des questions en mode mais t'es sûr que t'es bien transgenre, etc. T'es sûr et tout. C'est plutôt d'aller voir la personne, de lui poser la question. Ok, du coup c'est comment? C'est quel prénom, quel pronom, etc.
Et c'est d'autant plus primordial quand c'est un membre de ta propre famille, en fait. Parce qu'à ce moment-là, tu vas participer à son bien-être. Et si réellement tu aimes ta famille, bah ça va être une preuve que même si, admettons, ça ne fait pas partie de tes principes, bah au moins tu essaies de faire un minimum d'efforts pour intégrer la personne, en fait. Et la question n'est pas de savoir est-ce que ça remet en question ta vision du monde ou quoi que ce soit, la question c'est surtout de faire preuve de politesse et de délicatesse avec une personne, en fait. Parce que honnêtement, je ne pense pas que les personnes transgenres voudraient être aimées à tout prix. Par contre, le fait qu'on ne les embête pas pour des broutilles, ça par contre ils le veulent. C'est-à-dire que vous pouvez penser ce que vous voulez d'une personne transgenre, etc. Vous dire que c'est n'importe quoi. Mais si à côté de ça, vous montrez un minimum poli, etc., que vous ne fassiez pas preuve de discrimination, et bien là, je veux dire, on va pas demander plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il s'agit d'être réaliste, quoi. Je veux dire, enfin voilà. Et déjà, il y a ça. Mais maintenant, ce qu'on appelle la transphobie ordinaire, le fait de ne pas utiliser le bon pronom, le fait de ne pas utiliser le bon prénom, etc., on considère, nous, dans la communauté transgenre, que ceci est possible pour la simple et bonne raison que la société elle-même est transphobe. Ça veut pas dire qu'on excuse tous les meurtres qu'on peut se prendre sur la tronche, enfin dans une communauté et tout, en disant ah mais c'est le système qui est comme ça. Et donc ce qui se passe en fait c'est que voilà cette question de c'est le système qui permet cette transphobie. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça concerne toujours tout ce qui concerne les organisations militantes qui sont anti-trans, mais vraiment concentrées là-dessus. Celles qui ont vraiment, font vraiment un lobbying politique auprès des députés, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Parce que, par exemple, je parlais de Citizen Go tout à l'heure, mais ils ont par exemple une antenne au Mexique et en Californie, mais aussi en Espagne. Et ils essayent de faire du lobbying, tout ça, etc. Et à côté de ça, on a la Manif pour tous, qui a donné lieu à l'Observatoire de la Petite Sirène, qui a donné lieu aussi à Hippomony, qui sont des organisations, en fait, qui instrumentalisent les personnes qui, par exemple, font ce qu'on appelle des détransitions, etc., pour ensuite servir un agenda politique et justifier, par exemple, des thérapies de conversion, par exemple.